Adrien Bosc, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonjour. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Constellation, votre premier roman paru aux éditions Stock en août dernier. C'est un roman à travers lequel vous vous interrogez et nous amenez à nous interroger sur les notions de hasard et de destin à travers le récit d'un crash d'avion. Alors cet avion, ce n'est pas n'importe lequel. Il s'agit en effet du Constellation FBAZN qui, le 27 octobre 1949, transportait entre autres Marcel Cerdan et Ginette Neveu et s'est abîmé dans l'archipel des Açores. Alors avant tout, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce crash d'avion en particulier qui est devenu la matière de ce premier roman? J'ai découvert ce fait divers un peu d'une manière hasardeuse, ce qui est finalement plutôt bien, puisque la thématique générale du livre étant le hasard, la coïncidence. Pourquoi aussi parfois une histoire s'empare de vous, non sans mystique, mais à quel point parfois vous vous sentez appelé à, en tout cas, à écrire sur une histoire. Et celle-ci, c'est en découvrant, non pas, l'évidence aurait été effectivement de s'intéresser d'abord par Marcel Cerdan ou peut-être à l'histoire, je ne sais pas, de la valise de Cerdan et de Piaf ou des choses comme ça qui sont de l'ordre du mythe et peut-être le côté, on va dire, célèbre de l'avion, mais c'est par les violons de Ginette Neveu, un autre regard, un autre point de vue finalement, à savoir celui de son luthier, Étienne Vatelot, qui, lors d'une émission consacrée à son métier, chez Jacques Chancel, au Grand Échiquier, a parlé, et je suis tombé sur cette vidéo vraiment par le plus grand des hasards, a parlé de la vie de Ginette Neveu, de sa mort, puisqu'elle était dans cet avion, et du devenir de ces deux violons, à savoir un Guadagnini et un Stradivarius, et la redécouverte, comme ça, presque en direct, d'un des morceaux du violon, le Guadagnini, un morceau qu'on appelle la volute ou la tête, qui est remise comme ça par un pianiste, Bernard Egensen. Et en voyant cette image, qui est de l'ordre pour moi en tout cas du conte, un peu du conte pour enfants, du conte du violon, un peu comme chez Hoffmann, le morceau de violon qui traverse les époques, c'est là qu'en tout cas une image littéraire s'est imposée pour moi, dont j'avais envie de m'emparer. Alors pour écrire ce roman, vous avez mené une véritable enquête sur les 48 passagers présents sur ce vol et vous offrez à chacun d'eux une sorte d'hommage littéraire. Vous nous racontez ce crash aérien en parallèle des chapitres où vous nous racontez les vies des passagers. Alors est-ce qu'à l'origine de ce roman, il y avait de votre part la volonté de redonner corps et vie à ces anonymes et de rendre peut-être son aspect collectif à ce drame? Eh bien, c'est à la fois cette ambition donc, de redonner vie, de rendre hommage, mais alors justement de le sortir de l'aspect collectif. À savoir que souvent dans les grands drames ou les catastrophes, tout le monde l'ensemble des victimes sont d'une certaine manière fondus dans l'anonymat d'un nom d'avion ou d'une périphrase. Dans ce cas-là, c'est une périphrase, on va dire. Vous savez, c'est l'avion dans lequel est mort Marcel Cerdan. Et cet avion-là est donc désigné comme un tombeau général. Tout comme pour les morts de la Malaysia Airlines ou du Lockerbie, on dira les victimes du Lockerbie ou de la Malaysia Airlines. Et ce qui m'a intéressé, mais au-delà même de ce fait divers-là en particulier, c'est de redonner corps effectivement à un ensemble qui n'est plus que collectif et de redonner individualité. Et de montrer que chacun a sa grande histoire, que ce n'est pas forcément l'étoile la plus brillante dans cette constellation, du moins la plus brillante pour les journaux de prime abord, qui prendra la place principale, en tout cas dans ce livre. Et c'était aussi porté sans doute par des lectures qui avaient cette ambition-là, non pas dans des catastrophes, mais dans des drames collectifs, à savoir la Shoah ou la Première Guerre mondiale. Deux livres qui m'avaient parlé plus particulièrement, un livre de Charlotte Delbo qui s'appelle Le Convoi du 24 janvier, et qui, on voit la nécessité, en tout cas pour elle, des portées politiques dans les camps, de re-raconter la vie de ses compagnons d'infortune. Et de la même manière, par exemple, dans un livre qui concerne la Première Guerre mondiale, qui est Compagnie K de William March, où le même événement est relaté de différents points de vue,
de soldats d'une même compagnie. Et donc du coup de sortir de cet anonyme qu'est le nom de la compagnie. Et voilà un peu les choses qui me guidaient, au-delà même de ce fait divers-là en particulier. Alors parmi ces 48 passagers, il y a bien sûr Marcel Cerdan et Ginette Neveu, sur qui il est assez aisé de se documenter, mais il y a aussi beaucoup d'anonymes. Pour certains, vous n'avez que des noms. Comment est-ce qu'ils ont pris corps sous votre plume, ces personnages, et quel était votre lien à ces personnages ? Alors la question est double. Le travail d'enquête à proprement parler ne doit pas masquer l'aspect finalement romanesque du livre. Et que le terme de roman utilisé n'est pas une coquetterie ou une facilité éditoriale, on va dire. À la fois, j'ai vraiment souhaité travailler de manière littéraire, y compris jusqu'à une certaine forme d'interprétation des faits, de combler des plans, de travailler sur les interstices qu'on n'avait pas. Et j'ai constitué d'abord, avant de commencer, un squelette de faits, essayer le plus possible de composer à partir de faits, de dates précises effectivement, et puis d'instiller la chair à l'intérieur et de travailler sur ces destins, de leur redonner effectivement, de leur redonner corps. Et il y avait une autre partie à votre question qui m'intéressait et que j'ai oublié, pardon. Le lien à ces personnages. Le lien, mais finalement, moi je trouve un lien intéressant a posteriori parce que j'ai eu l'impression de... Alors évidemment, les métaphores sont simples quand on fait un livre, d'aucuns parleront d'enfantement, vous savez, il y a toujours ce genre de métaphores qui moi m'effraient toujours un peu et me paraissent un peu surfaites. En tout cas, moi j'ai eu l'impression, et c'est sans doute surfait, d'avoir un peu habité avec ces gens pendant un moment, de les avoir côtoyés, d'avoir fraternisé avec eux, pour certains, jusqu'à l'interprétation un peu parfois jusqu'à interpréter justement leur vie plus que de la connaître. Et donc de se créer un peu comme des compagnons imaginaires parfois, des gens qui portent souvent vos traits, vos caractéristiques, mais certains traits de votre caractère. J'ai beaucoup investi en eux sans doute. Après, j'ai l'impression et j'ai ce réflexe un peu idiot, de les nommer par leur prénom souvent. Plus que par leur nom. J'ai l'habitude quand je parle d'eux est souvent presque dépasser ma parole, de dire Étienne pour Étienne Vatelot parce que j'ai été dans son atelier finalement à travers l'écriture. Et puis donc de ce fait divers, de cette enquête sur 48 passagers d'un vol, vous nous amenez à une quête peut-être plus personnelle, une quête sur les notions de hasard et de destin, qui nous ramène à la notion de hasard objectif, des surréalistes. Cette enquête, comment est-ce qu'elle s'est transformée en quête ? Est-ce que la quête a été présente dès le début ? À quel moment est-ce que finalement cette partie romanesque et littéraire de la quête est arrivée Elle est dès le début. Alors évidemment, le mot d'enquête qui comprend ce terme de quête n'est pas anodin et c'est un peu de la manière, c'est un peu dans cette imbrication qu'elle a été pensée, en tout cas pour moi, parce que dès l'apparition de ce morceau de violon, j'y vois deux objets, finalement, un objet d'enquête pure, qui est celui de retrouver les violons presque de manière un peu ridicule, d'aller à la recherche de ces mythes, et en même temps, un objet de quête, comme je le signalais, les objets de contes. Dans les contes, il y a des objets de quête. Il y a une épée, il y a une toison, il y a des bottes. Et ce sont ce qu'on appelle des objets de transition dans les contes pour enfants. Et j'ai voulu garder cet aspect de conte. Et donc, effectivement, de transposer, ou du moins de mettre à l'intérieur de ces chapitres des notions plus vastes qui, elles, me passionnaient, de destin, de hasard, de fatalité, et que les victimes en soient le symbole par différents aspects de leur vie. Et c'est là où la notion de fait divers est vraiment... Breton avait un terme, il disait que les faits divers étaient des contes pour grandes personnes. Et je crois que c'est très vrai. En tout cas, dans le cas de mon livre, c'est une phrase qui m'a porté, en tout cas dans l'écriture. Réaliser un conte pour grandes personnes, ça comprend aussi une morale et ça comprend aussi des questions plus vastes. Et celle-ci était là dès le départ. Et c'est pour ça que finalement, cet accident-là est presque un prétexte. Ce que je dis, tout le livre est un prétexte, et en tout cas un prétexte à questionner pourquoi on prend à droite plutôt qu'à gauche, et pourquoi cette décision-là, parfois, a des conséquences positives ou négatives
importantes dans notre vie. Puis pour arriver au bout de cette quête, il faut, si ce n'est une réponse, peut-être des éléments de réponse, au moins des pistes. Une piste qui nous est donnée par la figure tutélaire du roman, qui est celle de Blaise Cendrars. Alors comment est-ce qu'il s'est invité et imposé dans votre roman? Il s'est invité de la même manière que les autres, c'est-à-dire d'une manière hasardeuse. Aucun n'est venu fracturer la porte pour entrer à tout prix dans le livre, mais chacun y est allé de son petit indice. Et Blaise Cendrars s'y est arrivé par la date de l'envol du Constellation, un 27 octobre 1949, au moment même où décolle d'Orly un avion qui doit faire escale aux Açores. Au même moment, dans l'Oberland-Bernois en Suisse, Blaise Cendrars se marie. Et il se marie, c'est un événement évidemment important, mais ça a d'autant plus d'importance qu'il se marie avec Raymond du Château, qui est son aimé de toujours, un petit peu son amante. Et parti pour se marier, il découvre, lors de ce mariage, véritablement une terre des ancêtres. C'est ce qu'il dit. Lui, le Suisse en fuite, l'apatride, qui a passé sa vie, selon le terme d'un de ses romans, à bourlinguer, se trouve dans ce village de Sigrisville, dans le retable du IXe siècle de l'église dans laquelle il se marie, une confrérie d'âmes, c'est ce qu'il dit, et qu'il va même jusqu'à appeler à un livre qu'il écrira, La conquête de Sigrisville, qui ne verra jamais le jour. Et il s'est invité de cette manière-là parce qu'il avait tout finalement, toutes les caractéristiques pour sortir de ce drame. À la fois, il en est partie prenante finalement, ne serait-ce que par cette date, par cette synchronicité de date, mais aussi parce que quand il perd son bras lors de la Première Guerre mondiale, la première image poétique qui surgit pour lui au moment où il se remet à écrire, quelques années après, c'est l'image d'un bras qui rejoint la constellation d'Orion. Mais aussi parce que son fils meurt à Meknès en avion et qu'il a cette belle image de son fils enterré dans son parachute, comme la chrysalide. Et Blaise Cendrars, pour moi, au seuil de sa vie, comme je le disais, découvre sa patrie. Et là, il apporte une conclusion au livre qui est que le seuil en termes d'aviation, c'est autant la fin de la piste que le début de la piste, que c'est au bout de la révolution qu'on fait, que l'on trouve que la solution, c'est la porte à côté, que pour Blaise Cendrars, la terre des ancêtres qu'il a fui, il la découvre au seuil de sa vie. Et que pour ce livre-là, finalement, c'est ce qu'il dit dans un des livres, la fin du monde, c'est le Père-Lachaise. Voilà, les choses sont parfois de l'ordre de l'évidence, c'est ce que j'ai voulu montrer jusqu'à revenir à la fin, à une naissance.